inspiré le libellé que j'ai donné à cette intervention, lire le temps avec les anciens constituant évidemment le corpus linguistique et littéraire dans l'acception la plus large du terme, donc de ce front humaniste qui a irrigué, qui continue d'irriguer le champ culturel du savoir, et évidemment une nutrition qui est nourrie de la verticalité, de l'épaisseur, de l'autorité du temps. Quant à la métaphore lire le temps, je l'emprunte à un critique littéraire que j'aime beaucoup, Michel Picard, qui a écrit 2 très beaux essais sur la lecture. La lecture comme jeu, en 1986, je crois, et un peu plus tard, donc en 89, toujours aux éditions Minuit, la lecture, donc lire le temps. Et c'est dans ce deuxième essai qu'il dégage finalement le processus, dans le processus de lecture, différentes formes de mémoire et de temporalité mises en jeu. D'abord le temps de la lecture, c'est-à-dire ce que le lecteur donne de son temps pendant la lecture. Ensuite, un temps qu'on pourrait dire plus fantasmé, mise en mouvement par la lecture, dans les lectures d'enfance particulièrement, dont parlent tant les écrivains, et ça n'est pas pour rien, mais également en lecture d'adultes, compte tenu des processus d'identification mis en jeu. Michel Picard a une formule jolie, la naissance du héros est toujours un peu notre anniversaire, dit-il, c'est-à-dire une lecture un peu davantage dégagée des lois du logos, enfin des catégories du temps et de l'espace, qui peut être un processus d'ailleurs de détemporalisation. Et puis enfin, troisièmement, et c'est de cela dont il sera essentiellement question dans la communication, une lecture plus intellectualisée forcément, une lecture donc un temps plus nourri, d'un outillage lexical, intertextuel, très large, un outillage qui permet non seulement de franchir l'écart temporel qui nous sépare évidemment de ces œuvres, mais davantage encore ces œuvres de s'en nourrir dans le présent, bien sûr, et de manière un peu plus précise, de ramener à la vie des siècles de littérature morte, de faire en sorte que ces livres morts nous rendent vivants. Je reviendrai dans la conclusion. Finalement, il y a toujours une opération de Nécuia, en grec, de descente aux enfers, Decensus Inniferos, en Virgile, de descente aux enfers, qui, dans cette opération d'un processus lointain, près, qui nous oblige finalement à nous réapproprier dans notre temps, ce temps donc culturel, en le réinventant, en faisant dans le meilleur des cas ce que le poète espagnol Celaya appelait une art chargée de futur. Et puis je pense que j'aurai le temps peut-être pour dire un mot sur les humanités numériques qui m'intéressent tout particulièrement, parce qu'il me semble que dans les nouveaux modes de lecture, induites donc par le numérique, ce n'est pas tant le contenu des humanités qui est en danger, parce que finalement jamais nous n'avons autant archivé, jamais nous n'avons autant emmagasiné dans nos nouvelles bibliothèques en forme d'écran plat, mais il me semble que nous archivons davantage que nous lisons, sans doute, et puis surtout ce qui reste, ce qui est fragilisé, ce sont justement les conditions d'une lecture dans le temps long, d'un cheminement dans le temps long, sans lequel, à mon sens, il ne saurait y avoir de bonne lecture, humaniste en tout cas, de lecture de haut sens, pour le dire avec les mots de Doragli. Donc, premièrement, lire, c'est se souvenir, et l'on se souvient d'abord dans la langue. Et je pars un peu d'un mot de Peggy, dans son essai, Clio. Une lecture bien faite commence par le lexique, elle y séjourne, et y revient toujours. Chaque mot en lui porte une temporalité, le palimpseste de chaque emploi précédent. Lire donc, réactiver la mémoire des mots, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne peux pas ne pas le dire encore, si les cours de grec et de latin, par exemple, du collège à l'université, sont des cours qui, plus particulièrement que d'autres, je dis simplement plus particulièrement que d'autres, délient les langues, c'est justement parce qu'ils exploitent davantage la polysémie du mot lire, que je rappelle rapidement, les gaïnes, les guérés, le gréco-latin. Premièrement, lire, cueillir, rassembler, glaner les significations, donc, qui font surgir l'unité du sens. Deuxièmement, lire, relier, c'est la métaphore du fil d'Ariane, du sens. Et naturellement, relier requiert vigilance, intelligence et procédures particulières. Troisièmement, lire, enlever, voler, c'est le sens du mot sacrilège, celui qui vole les objets dans le temple, c'est ça le sacrilège. Donc forcer, au sens métaphorique, forcer le sens du texte. Quatrièmement, enfin, lire et lire, choisir, c'est-à-dire trancher dans le tissu du texte.
en grec didonai logon, pour rendre compte justement de sa lecture. Autrement dit, chaque fois, le texte revêt un sens différent qui n'élimine pas le sens précédent. Et réactiver la mémoire des mots oblige donc à aller plus loin qu'un simple déchiffrage horizontal. J'avais eu l'occasion de citer ce mot de Karl Kraus, repris ensuite par Benjamin. Plus vous regardez un mot de près, plus lui vous regarde de loin. Et naturellement, c'est cela, ce qu'on a pu appeler, ce qu'on appelle d'ailleurs, même dans les discours officiels de l'école, la force éclairante de l'étymologie. C'est-à-dire l'étymologie qui n'est pas un sens gravé, inaltérable, mais le voyage du sens dans le temps. Lire, c'est refaire le voyage du mot, étant entendu que, dans la langue, comme disait Saussure, finalement, le sens nouveau ne met pas un terme au sens ancien. Et donc, c'est une temporalité feuilletée que met en branle à ce moment-là la lecture. Et les mots sont des mots augmentés parce que finalement ils sont portés par la force et l'autorité du temps, et parce que la lecture se fait un petit peu à rebours de son versant possible, et naturellement essentiel, quotidiennement, d'une lecture monosémique, d'une lecture horizontale, binaire, la lecture donc que les spécialistes de la langue, Wiesmann et Judith Lacombe appellent donc la langue de service. Et si Michel Serres peut dire, à juste titre, que le professeur est un puisatier, d'ailleurs un peu comme le poète, mutatis mutandis, qui est le gardien de la mémoire des mots, si le professeur est un puisatier, c'est parce que son rôle, entre autres, est aussi de faire remonter justement les mots à la surface. Et plus la langue mise en jeu dans ce processus est une langue donc écrite, soutenue, non pas au sens académique, mais au sens justement qu'elle est porteuse de ce temps, plus elle implique du temps, plus elle en consomme. Plus elle met en jeu une tension entre passé et présent. Par exemple, si je prends lire Baudelaire. Lire Baudelaire pour être latin, c'est d'en est dans la mesure où le latin habite la chair verbale de sa poésie. Eh bien, lire Baudelaire ouvre sur une véritable dramaturgie temporelle. Si je prends l'exemple de ce poème Le Cygne, qui est le poème de l'opposition, à la fois idéologique, politique, évidemment historique, le Cygne de Baudelaire dans les Abeilles parisiens, eh bien, on voit bien comment la chose se met en place. Andromaque, je pense à vous, donc voilà, ça c'est la scène de l'Antique. Un peu plus loin, je pense à la négresse, un maigri ephtysique, piétinant dans la boue, cherchant l'œil hagard, les cocotiers absents de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. Voilà, ça c'est la scène du présent. C'est le Paris Haussmann, c'est la condition tragique déjà du migrant. Et puis après, donc, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs, je pense aux captifs, aux vaincus, etc. Autrement dit, on a une sorte de kaléidoscopie de toutes les temporalités. Et bien, je dirais que, d'une certaine manière, c'est cela, lire le temps avec les anciens. C'est faire se rencontrer le mythe antique et la modernité parisienne. Il ne s'agit pas donc, on le voit, de fétichisme étymologique, de corseter la langue, et donc la lecture, dans un usage vieilli, bien au contraire, c'est lire au présent. D'ailleurs, on pourrait donner des exemples, évidemment, extraits, empruntés à des écrivains modernes, j'y reviendrai, Christian Préjean en particulier, dans Demain je meurs, cet usage à la fois tendre et parodique, trivial, et donc de contre-idéalisation qu'il opère sur la première églogue des bucoliques de Virgile, autour de la figure de Tityre, Titi, Toto, Tata, etc. C'est tout le souvenir de l'enfant qui remonte à la surface et qui montre à quel point il a justement cet usage à la fois respectueux et parodique, et qui peut être critique évidemment, de la lecture des anciens. Donc lire le temps, à ce moment-là, c'est dès lors, en lisant, se remémorer sa langue à l'aune de son matériau historique. C'est-à-dire, c'est être sensible à tous les signes du texte, de tous les langages qui le traversent, et qui forment comme le moiré des phrases. Proust disait la patine. Par exemple, ces phrases gorgées de temps de Chateaubriand, dont on sait à quel point il converse en permanence dans ses mémoires en particulier avec le corpus gréco-latin, voire son dialogue avec l'hirondelle de l'Ode antique, dans le 4e tome des Mémoires, La femme de La Fontaine, qui est un véritable état verbalisé du monde. Aujourd'hui, Pierre Guyotat, bien sûr, qui peut dire à juste titre « Quand j'écris, j'ai toute la langue française avec moi dans l'oreille ». Parce que c'est cela aussi, lire le temps avec les anciens. C'est faire entendre tous les bruits que la langue fait avec le temps.
Et je pense aussi, et peut-être surtout, parce qu'il me semble qu'il n'est pas souvent exploité, il n'est pas souvent lu ou rappelé, le très beau texte de Michel Foucault, dans son commentaire donc, de la traduction qu'avait donnée, qui avait fait beaucoup de bruit, de Klossowski, donc de l'Énéide de Virgile. Je lis le passage, il dit ceci, c'est dans le tome 1 de Dit et écrit, de Michel Foucault. Le retour soudain de nos mots évidemment MOTS, au site virgilien, fit franchir la langue française, en un mouvement de retour, toutes les configurations qui ont été les siennes. En lisant la traduction de Klossowski, on traverse des dispositions de phrases, des emplacements de mots qui ont été ceux de Montaigne, de Ronsard, du roman de la Rose, de la chanson de Roland, bref, le long destin de la langue française. Et je trouve que c'est un texte qui dit au mieux ce que le latin, qui dit au mieux que le français doit au latin sa dimension justement de langue muséale, monumentale, verticale. Finalement, et c'est en cela que la lecture devient importante, via le latin, il y a ce processus tout à fait étrange et familier à la fois de remémoration de la langue française, dans tous ses états et dans toutes ses strates successives. Et finalement, cela permet de voir à la fois qu'une langue ne se connaît bien qu'en se connaissant comme autre, bien sûr, et en même temps, comme le disait déjà Brunetière, que le latin, langue mère du français, ne sera jamais pour nous, ne devrait en tout cas jamais être pour nous, une langue étrangère. Alors, lire le temps avec les anciens, c'est aussi, si j'en reste encore une toute petite minute au stade de l'outillage lexical entre autres, c'est ressaisir également l'épopée de la langue française dans le temps, puisque tout notre vocabulaire, l'épopée de la langue politique en particulier, tout notre vocabulaire politique est antique. Les modernes ont adopté la langue politique des Grecs et des Romains, c'est un fait. Et dans un article d'ailleurs tout à fait récent de l'historienne Claudia Moretti, qui s'appelle « Le latin, langue latine politique », elle souligne justement la capacité d'inclusion et donc de généralité du discours des anciens, alors même que le passé antique est hétérogène, bien sûr, à notre présent. Et d'où l'impression, malgré la distance, de la proximité intellectuelle, esthétique ou politique avec ces anciens. Impossible avec eux d'être dans le temps court. Et en même temps, évidemment, on hérite dans la langue et dans les textes de tous les débats qui ont été initiés et qui, via d'incessantes relectures, continuent d'alimenter les débats aujourd'hui. Et là, il s'agit bien de voir que, finalement, ce n'est pas seulement ce que récemment donc, le linguiste Alain Rey appelait l'ADN de notre cerveau occidental, cette trapoïmois, ce grec et ce latin. Ce n'est pas seulement l'ADN basique, d'une manière. Si je dis j'aime, j'ai faim, j'ai froid, c'est du latin. Si je dis, si j'emploie, je décline les trois mots du pacte républicain, liberté, égalité, fraternité, c'est du latin. Mais si je lis une phrase qui me laisse un peu rêveuse, le président de la République a fait de l'éducation la priorité de son quinquennat, eh bien, pas un mot qui ne soit la transcription directe d'un mot latin. Et c'est la même plongée dans le temps, s'agissant évidemment de la langue philosophique, puisque nous héritons avec les Grecs, naturellement, ensuite traduit par Cicéron, et donc dont nous héritons en français, nous héritons dans cette chaîne de concepts, avec le passage justement du dos au logos, nous héritons du code de la logique grecque. Car les Grecs nous ont laissé en héritage effectivement ce que le philosophe Patrice Léraud appelle le ralenti de la pensée. Et je conclus d'ailleurs sur ce mot, sur la première partie, sur ce mot ralenti, parce que c'est cela un petit peu lire le temps avec les anciens. C'est d'être obligé de s'installer dans ce temps long. Où l'on rejoint d'ailleurs la belle définition que Nietzsche donnait de la lecture, de l'acte de lecture qu'il définissait comme une rumination. Deuxièmement, lire le temps avec les anciens, c'est aussi renouer avec une double scène de l'écriture. Une scène politique de l'écriture et une scène littéraire. Je disais à l'instant que la lecture littéraire, c'est l'activité principale de la littérature. Il ne faut pas oublier que ce mot est d'origine, est d'invention récente, le mot littérature, mais la littérature a été d'entrée de jeu inséparable des exercices de glose et de commentaires des œuvres antiques. D'où d'ailleurs l'importance, qui concerne aussi la lecture aujourd'hui, de l'institution littéraire
comme sécrétion sélective du temps long des œuvres, appelées à devenir ce qu'on appelle des classiques qu'il faut avoir lu, entre guillemets, ces lectures donc peut-être instrumentales, mais qui peuvent aussi bien être des lectures vivantes. Alors pourquoi la lecture des anciens est un formidable outil, à mon sens, d'émancipation critique et de résistance politique, au-delà des clichés ou des généralités humanistes? Parce que l'écriture, et donc la lecture dans la Grèce ancienne, et là c'est peut-être un peu l'helléniste passionné que je suis qui le dit, c'est avéré, ou le rappelle plutôt, c'est avéré d'entrée de jeu un acte qui a lié liberté et démocratie. Autrement dit, pour démontrer que savoir lire est un droit démocratique, je propose un tout petit détour par justement le législateur poète, Solon, 640-558 avant Jésus-Christ. Solon donc a arraché, comme on sait, sa patrie donc, à la tyrannie que les eupatrides, que les aristocrates faisaient peser sur les pauvres. Et le premier, Solon, donc, il a imposé l'importance de la loi écrite. Et donc à lire, un legendum, quelque chose qui doit être lu. Et vous savez que l'écriture devient une activité majeure au centre de la vie sociale en Grèce, entre à peu près 650 et 450, mais pas comme un outil de pouvoir seulement aux mains des scribes, comme dans les théocraties justement. Et donc, selon le législateur poète, écrit les lois. Egrapsa testus, j'ai écrit les lois. Il s'enflamme, c'est le fameux fragment 36, en vers d'ailleurs, en vers qui peuvent être chantés, peuvent être récités, c'est un poète selon, mais confiés à l'écriture publique. Autrement dit, l'impact législatif de l'écrit, pour la première fois, de cette manière, impose son efficacité dans l'espace politique. Les textes de loi, documents, archives, sont désormais gravés sur des stèles de bois ou de marbre, dans les endroits les plus exposés, et pas de couleur vive pour être donc lus par le plus grand nombre, pour être lisibles par le plus grand nombre. Et les orateurs politiques, d'ailleurs, se réfèrent souvent dans les textes à cette mise en archive de tous les documents de la cité, sous le regard justement de la cité, sous le regard des magistrats de la cité. Devant la pierre écrite, donc, les citoyens sont égaux en droit, et la souveraineté du peuple, donc, s'enracine dans la nature écrite et publique de la loi. Autrement dit, la construction de l'état de droit se fait justement autour de l'écrit. La loi écrite est le symbole de l'état cité, cette expression qui exprime le beau mot d'autonomia, sur lequel a relevé bien sûr beaucoup Cornelius Castoriadis, le philosophe. Naturellement, il ne suffit pas de ce legendum, de ce doit être lu pour rendre efficace la démocratie. Ce que nous devons aussi à Démosthène, inlassablement, ce sont des avertissements qui nous concernent tout aussi bien aujourd'hui, où il montre que le fonctionnement de la démocratie dépend non seulement de la lecture des lois, mais de la vigilance avec laquelle, donc, dit-il à ses concitoyens, vous défendez les lois que vous avez votées. Quant à la lecture proprement littéraire, puisque je parlais de scène littéraire, eh bien, c'est-à-dire, pour aller vite, le commerce, avec les grandes œuvres du passé, les classiques, dont le commentaire a produit justement initié, ce que nous appelons maintenant littérature, posons-nous simplement la question, parce qu'il y a tellement de choses à dire, que se passerait-il si nous cessions de lire les classiques, c'est-à-dire d'être connectés avec cette mémoire collective, délivrée par les poètes, écrivains, moralistes, dont Marc Foubaroli rappelait à juste titre, qu'ils détiennent le patrimoine symbolique sur lequel la langue française est gagée. Ou aussi nous les censurions, parce que leur langue a vieilli, ou parce qu'ils ne sont plus politiquement corrects. Finalement, c'est toute une mémoire culturelle, c'est tout un réservoir de références donc, communes qui s'effondrent. Tant la littérature gréco-latine a sécrété, a nourri justement nos littératures européennes. Et je discutais tout à l'heure avec nos collègues à propos justement du caractère qui pourrait aux esprits étourdis paraître muséal de la condition par exemple des enseignants de la classique. Je souligne la remarque de Georges Steiner dans Passion impunie, un essai sur la lecture, quand il dit ceci: notre siècle, et c'est ça le paradoxe intéressant à creuser, notre siècle est celui qui, depuis la Renaissance, est le plus pénétré de mythes classiques. Et ce sont les modernes qui en sont les plus pénétrés. Si bien qu'avec l'effacement de l'ancien, c'est le moderne qui entre. Donc, vous voyez comment Steiner renverse un petit peu donc, cette constatation facile. Autrement dit,
lire le temps avec les anciens, ça donne tout son relief, je crois, à cette évidence. La littérature se souvient d'elle-même dans chacune des fables qu'elle élabore et qu'elle diffuse. Et si l'on cesse de lire Virgile, d'autres classiques de cette portée, Virgile et Dante disaient, bon voilà, cette source qui ouvre un si grand fleuve de langage jusqu'à nous, bien, si l'on cesse de lire Virgile, ce n'est pas seulement le monde romain qui s'efface progressivement, c'est tout ce qui est arrivé après. C'est-à-dire, c'est toutes les créations qui se sont nourries de Virgile. Si nous perdons Virgile, nous perdons évidemment Dante, mais nous perdons aussi celui qu'on appelait, et Chateaubriand s'en flattait, le Virgile du XIXe siècle, Chateaubriand, et ainsi de suite, jusqu'à une longue chaîne qui arrive jusqu'à nous. Alors, évidemment, et là, pour ma part, je suis très sensible, et il est certain il est absolument nécessaire pour que ce mode de lecture ne tourne pas à la célébration de la restauration des façades. Il est nécessaire de sortir d'une vision qui serait académique et qui ne soulignerait pas la capacité de ces grands textes à répondre aux questions que nous leur posons aujourd'hui, au présent, Iketnuk. Vous vous rappelez la remarque d'Angélique dans le mal imaginaire, elles sont rassautés de prétendants gorgés de jargon latin, les anciens sont les anciens, et nous sommes gens de maintenant. Nous sommes gens de maintenant. C'est fondamental. Mais justement, les lectures de Baudelaire, de Chateaubriand, de Montaigne, pour comprendre ce trio-là, sont des lectures à double fond, à double portée. D'ailleurs, je crois que c'est Barthes qui, dans le très bel essai qu'il a consacré à la vie de Rancé, de Chateaubriand, évoquait la double longueur d'onde de la parole de Chateaubriand. Parce que justement, ces auteurs offrent un modèle de lecture des anciens qui est plastique, qui est mobile, qui permet tout à la fois d'incorporer et de transgresser aussi donc les commentaires qui ont enrichi au fil du temps le texte. On ne lit pas plus qu'on écrit tout seul, on le sait bien, et intertextualité, allusion, réécriture, il y a bien des jeux savants qui entrent en compte dans la lecture, en particulier du professeur, bien sûr, ou du critique littéraire. Mais il me semble que l'important, c'est de toujours favoriser chez les élèves en particulier, du primaire à l'université, un mode de lecture qui leur permet de se réapproprier dans leur propre temps à eux le temps originel de la création. C'est-à-dire ce qu'ils supposaient, ce temps originel de force, d'élan, de courage. Montaigne dit superbement dans le chapitre 5 du livre 3, sur les vers de Virgile, parole non de vent mais de chair et d'os, elle signifie plus qu'elle nous dit ça. C'est-à-dire, et une bonne façon, il me semble, c'est de lire d'abord, et puis de faire lire le texte à haute voix. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme s'il fallait un devenir-voix du texte, parce que sa vocalisation insuffle de la vie au texte et lui prête justement notre temps, notre souffle. D'où l'intérêt à apprendre par cœur sur un texte, à le lire plusieurs fois, parce que c'est s'incorporer son temps. D'où l'importance d'ailleurs, je n'insiste toujours, du théâtre, de la lecture du texte, du théâtre à l'école. Il faut tenir compte, bien sûr, de la chaîne des lecteurs qui se sont succédés dans le temps. C'est vrai que, par exemple, à avoir dans les mains l'exemplaire que Racine avait de Sophocle, c'est très émouvant, c'est passionnant, parce qu'on voit les passages qu'il a annotés, les passages qu'il a soulignés, et on comprend évidemment, on comprend mieux en tout cas, la participation pleine d'empathie qui a été la sienne à lire justement ces tragédies de Sophocle. Mais donc Sophocle attend d'autres lecteurs, il n'en a pas fini. Et là, j'insiste un tout petit peu sur les remarques très précieuses de Proust dans sa préface à César et l'Hélice, de Pushkin, qui est devenu ensuite son petit opuscule sur la lecture, où il évoque la prédilection des grands esprits pour les ouvrages anciens. Et il dit en gros ceci, ceux-là même, les écrivains, qui parurent à leurs contemporains les plus romantiques, et ce qu'il entend lui, Proust, par romantique, c'est les plus modernes, eh bien, ces gens-là, donc, dit-il, ne lisaient guère les classiques. D'abord, il exagère, mais enfin, bon, il dit ceci, ne lisaient guère les classiques. Ne lisaient guère que les classiques. Dans la conversation de Hugo, dit-il, quand Hugo parle des textes qu'il lit, il cite constamment Molière, Horace, Ovide. Seul
Seuls, en effet, et là je le cite précisément, seuls en effet, les romantiques, donc les modernes, savent lire les classiques parce qu'ils lisent comme ils ont été écrits, romantiquement. En fait, je crois que tout est là dans ce défi, de rendre vivant ou présent ces lectures. Mais comme la traduction, ce n'est pas le lieu d'en discuter, mais la traduction est un enjeu inséparable de la lecture s'agissant des anciens. On peut évoquer aujourd'hui par exemple Homère, revivifié par la lecture justement qu'en fait par exemple Judée de Lacombe dans son récent travail sur Homère, ou bien encore par exemple les Métamorphoses d'Ovide, formidablement revivifié à mon sens par la traduction en prose qu'en a donné récemment d'ailleurs un professeur de classique, Marie Cosnet, ou encore par exemple les épigrammes de Martial, génialement à mon sens recyclés par Christian Prigent, avec ces courts-circuits tout à fait jubilatoires, donc la rumeur et le temps passé romain, accolés donc à notre rumeur, notre présent à nous. C'est une façon de faire comprendre, et ça je crois que c'est un enjeu fondamental avec les élèves ou les étudiants, qu'un texte, un grand texte n'est jamais vieux. En revanche, ce qui vieillit, ce sont les discours que l'on tient sur lui, ce sont les traductions, bien sûr, au fil du temps. C'est-à-dire qu'on ne rompt pas avec l'architecture primitive d'un texte, qui, elle, reste ouverte au recommencement incessant de la lecture et de l'interprétation. Et là, je voudrais quand même rendre hommage à un article qu'on a un peu oublié, un article fondateur, à mon sens, de Alice Wiesmann, un des auteurs de La lumière des langues, avec Pierre Judée de Lacombe. Un article donc de la Revue critique de 1970, qui s'appelait Le métier de philologue, où il rappelait ceci, je le cite, le temps à venir, donc le temps à venir, est lui-même préfiguré dans le texte. Et dire cela, dire que le temps à venir est préfiguré dans le texte, c'est justement restituer au texte une cellularité, une fraîcheur, que lui avait fait perdre évidemment la chaîne des héritiers un peu paresseux et hypnotisés par le legs. Par exemple, la belle et récente, toute récente traduction des Géorgiques par l'essayiste et traducteur, donc Frédéric Boyer. Eh bien, c'est étonnant de voir comment les Géorgiques, donc c'est un poème de la terre, vraiment de la terre, de la nature. Le mot koura, le souci de la terre, est présent en permanence. Eh bien, comment ce poème de la terre, donc via justement cette retraduction en particulier, fait entendre la secrète et tragique préfiguration de notre paradigme contemporain, notre propre souci finalement de la terre. C'est étonnant quand on dit le texte, sa traduction. C'est-à-dire que c'est une lecture qui fait surgir, dans un fécond télescopage temporel, qui fait surgir donc un Virgile au futur, un Virgile qui nous précède. Finalement, c'est lire Virgile au futur. Et c'est peut-être dans ces cas-là d'ailleurs que la lecture devient aussi conductrice du désir d'écriture. C'est un autre enjeu qui appartiendrait à un autre travail. Mais il est évident que Barthes l'a bien montré dans le bruissement de la langue en particulier, une lecture pénétrée du désir conduit très souvent au désir d'écriture, le plus modeste comme le plus ambitieux. C'est aussi un peu ce que montre le très bel essai, dont je trouve que l'école ne fait pas un usage suffisamment fécond, le très bel essai de Michel Tournier, Le vol du vampire. Il montre justement que publier un livre, c'est lâcher un vol de vampire, un animal sec, bien sûr, qui est dépourvu de chair et qui attend le lecteur, parce que c'est le lecteur qui va lui donner sa vie, sa chair et son souffle. Pour terminer ce deuxième point, je donne rapidement, à mon sens, deux formidables exemples quand même de lecture des anciens qui sont l'exemple d'un usage urgent, d'un usage résistant, d'un usage politique de la lecture, comme formidable viatique donc pour les malheurs présents. Autrement dit, des lectures dont les traces, les vestiges, sous la forme de textes appris par cœur et remémorés, redessinent le paysage humain à un moment justement où s'est éclipsée la parole humaine et où l'homme n'a plus autre possibilité de résister justement que dans la langue en quelque sorte. Elles ont en commun, vous les connaissez sans doute, mais enfin, il faut y revenir, il me semble, elles ont en commun la lointaine figure de ce berger de l'humain, qu'est Ulysse, celui qui veut arracher justement ses camarades à l'ensauvagement. D'abord l'espèce humaine, bien sûr, à Véritaine,
ce moment étonnant, foudroyant même, hein, dans l'espèce humaine, où les détenus sont à bout de souffle, hein, et où un détenu, hein, Gaston, a l'idée de mettre en scène une petite matinée récréative, une soirée poétique. Et chacun va venir à la tribune et dire, enfin la tribune improvisée, dire son texte. Et il y a un détenu, donc Francis, qui vient lire justement le poème de Du Bellay, heureux, qui communique sa fille, etc. Et c'est étonnant de voir comment ce que fait ressurgir donc, dans le présent de la narration, hein, en thème, ce texte, c'est la fragilité et en même temps la ténacité de la mémoire. C'est-à-dire la capacité de la lecture à vaincre, ne fût-ce que, c'est vrai, un court moment, il ne s'agit pas de miracle, mais quand même un court moment c'est important, donc d'arriver à vaincre l'affreuse résignation du vaincu, puisque dans le moment, ils sont vaincus, ils sont des faits, ils sont à nous. Et puis le deuxième exemple que vous connaissez aussi très certainement, c'est le chant d'Ulysse dans Primo Levi, bien sûr, si c'est un homme. Si c'est un homme d'ailleurs, c'est le titre d'une réminiscence d'un vers de Dante, hein, Considerate sequeste et non, hein, c'est donc le 26e chant de l'enfer de Dante. Ce moment, Primo Levi reconstitue péniblement, hein, mais avec ferveur, ce chant pour son camarade de corvée, hein, le piccolo. Et il arrive à ce passage, considérez votre semence. Vous ne fûtes pas fait pour vivre comme des bêtes, hein, mais pour suivre vertu et connaissance. Et il dit à ce moment-là ceci, donc au piccolo, ouvre grand tes yeux et tes oreilles. J'ai besoin que tu comprennes. Et il enchaîne, et c'est comme si moi aussi, j'entendais ces paroles pour la première fois, comme une sonnerie de trompette, comme la voix de Dieu. Eh bien voilà, le défi, ici, c'est bien celui-ci, c'est lire comme si c'était la première fois. Enfin, troisième moment, le temps. Lire le temps avec les anciens, bon là c'est un peu ma marotte, le numérique, je reprends deux, trois, enfin autrement, remarque que j'avais pu faire dans un article donc, de l'an passé dans la revue Esprit, la transmission au défi du numérique, lire le temps avec les anciens comme contrepoint finalement, enfin fécond, hein, aux humanités numériques, dont la responsabilité, comme on sait, incombe hein, à l'école et au système scolaire qui en fait un grand cas, hein, comme vous savez. Autrement dit, comment, je pose la question en ces termes, préserver un modèle de lecture qui, en même temps qu'il se saisit des chances offertes, bien sûr, par le numérique, devrait laisser toute sa place au livre, hein, cet objet parfait, comme dit Umberto Eco, c'est-à-dire à la culture écrite aussi, et donc au temps long, dont il a été, et dont il reste le véhicule. Ou pour le dire avec les mots de Michel Serres, qui n'a pas toujours dit des choses, mais ici, son propos est très juste, comment faire pour coudre l'ancien au nouveau. Alors, moi il me semble que l'important d'abord, c'est d'adoucir, c'est de civiliser en quelque sorte l'opposition livre imprimé, livre numérique. C'est-à-dire adoucir l'opposition lecture sur écran, lecture sur imprimé. Et pour cela, peut-être privilégier toutes les expériences numériques susceptibles de recomposer l'épaisseur temporelle du livre imprimé. Associer, par exemple, comme le propose quand il s'agit de la lecture, hein, Robert Chartier, associer l'apprentissage de la lecture numérique à ce qui a été la longue histoire du livre, ses archives de l'humanité. Par exemple, comprendre et maîtriser la révolution électronique dépend de sa correcte inscription dans une histoire de la longue durée. Montrer les différentes phases qui, depuis l'invention de l'écriture, donc, ont scandé le passage, sans doute inachevé d'ailleurs, hein, d'externalisation du savoir, avec le passage donc, du manuscrit au codex, ensuite du codex donc, hein, au livre imprimé, eh bien cela permettrait de mieux faire comprendre la solution de continuité, c'est-à-dire la rupture avec la révolution numérique, c'est-à-dire le passage, qui est vraiment une violente rupture, le passage de la matérialité du livre à l'immatérialité des textes sans lieu propre. Mais le constat aussi, hein, uniquement, que les écrans d'aujourd'hui restent des écrans d'écrit. Ils accueillent très certainement autre chose, mais en même temps, ils transmettent, multiplient la culture de l'écrit et donc celle de la lecture. Et il me semble que si l'on veut, avec le numérique, viser au juste,
il faut habituer les élèves le plus tôt possible à ce va-et-vient progressivement de plus en plus ambitieux entre hier et aujourd'hui. Je cite ici Chartier, un des grands enjeux de l'avenir sera la possibilité ou non de la textualité digitale à surmonter la tendance à la fragmentation qui caractérise à la fois le support électronique et les modes de lecture qu'il propose. Et bien, pour nous, je veux dire pour les gens de ma génération, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que, comme le disait Antoine Compagnon hier au Collège de France, dans un colloque qui était consacré justement à l'innovation, à la fois dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire, pour des gens comme nous, il y en a beaucoup dans l'assistance, nous avons une chance formidable, parce que nous sommes héritiers du livre et usagers du livre, et en même temps, nous avons fait cette révolution d'une certaine manière. Nous pratiquons l'ordinateur, nous lisons sur tablette numérique. Donc, c'est en cela que notre responsabilité écrasante nous incombe. Si l'on veut conjurer les risques avec les nouveaux arrivants, de dissémination et de fragmentation, dont on perçoit bien qu'ils sont liés à l'écran surface, eh bien, il est urgent, en même temps de développer en ligne évidemment des contenus de résistance politique et idéologique à toutes les dérives, il est urgent de favoriser dans la transmission tout ce qui fait lien, tout ce qui relie, tout ce qui fait sens. J'avais cité le mot de Julien Gracq, et c'était déjà des formes que revêtait le savoir chez les demi-cultivés, qu'il appelait les demi-barbares de l'audiovisuel. L'esprit de leur possesseur fait penser à une cartographie du relief, qui, disposant d'un assez grand nombre de points de côté, n'aurait aucune manière de les joindre par des courbes de niveau. Il faut des courbes de niveau. Or, le langage de la littérature, j'y reviens, me paraît être par excellence un objet de mémoire inscrit dans le temps, à tous les bouts du temps. Et il échappe au piège justement de la linéarité passé, présent, futur. C'est peut-être une chance que la révolution numérique nous arrive à un moment inédit de notre temporalité, ce qu'on appelle la postmodernité, un moment inédit où justement qui permet ce moment inédit la coprésence de temporalité hétérogène. Et c'est à mon sens le meilleur garde-fou pour affronter et accueillir justement le présent, armé dans la lecture de tous les mots du passé, de toutes les traces des anciens. Alors en conclusion, je voudrais dire, je dis ceci tout simplement, assurer les conditions de lecture qui ne laissent pas à la surface du temps, qui fait entendre tous les bruits de la langue, je disais, avec du temps, qui ne se limite pas du consumérisme mémorial. Et je voudrais lire cet extrait d'une lettre de Machiavel que rappelle Patrick Bouchon dans un petit essai au Banquet des Savoirs, éloge de la transmission. Une lettre donc adressée par Machiavel le 10 décembre 1513 à son cousin, Francesco Vettori. Et cette lettre est d'autant plus intéressante que c'est la première lettre que nous ayons de Machiavel dans laquelle il évoque pour la première fois la rédaction de son futur essai, Le Prince. Donc, à ce moment de sa vie, comme vous le savez plus ou moins, peu importe, mais c'est important de le savoir quand même pour le contexte, Machiavel est exilé par le retour des Médicis, il s'est retiré à la campagne, il est à Florence donc, et il vient donc dans cette lettre à son cousin de raconter une de ses journées, faites d'activités, de loisirs, de discussions, de jeux, avec les paysans du coin. Mais le soir venu, voici ce qu'il dit. Donc c'est tout à fait... Le soir venu, je retourne chez moi et j'entre dans mon cabinet. Sur le seuil, j'enlève mes vêtements quotidiens, couverts de boue et tout crottés, et je revais des habits dignes de la cour d'un roi ou d'un pape. Et vêtu comme il se doit, j'entre dans les antiques cours des anciens, où, reçu par eux avec amour, je me repais de ce nez qui, selon seulement, est mien, et pour lequel je naquis. Et là, je n'ai pas honte de parler avec eux et de leur demander les raisons de leurs actes. Et eux, par humanité, ils me répondent. Et pendant 4 heures de temps, je ne ressens aucun ennui, j'oublie tout tracas, je ne crains pas la pauvreté, la mort ne m'effraie pas, je me transporte tout entier en eux. Et justement, Patrick Bouchon, soulignant la déférence, la dévotion avec laquelle justement Machiavel entre dans ce commerce avec les anciens, dit ceci: ainsi, à la compagnie des hommes de son temps, Machiavel ne peut s'empêcher d'adjoindre celle des amis invisibles, les livres bien sûr, ceux qui, depuis l'hiver figé des livres, répondent dans leur humanité
aux questions dont on les presse. Car il faut se donner de la peine, un peu, pour accéder à cet horizon disponible du passé qu'on nomme Anticrutas. Lecture solennelle, comme une liturgie ou comme une danse, comme une renaissance surtout. Ils sont morts et nous rendent vivants. Voilà, je vous remercie.